et de réformes dans l'ordre de priorité dicté par les circonstances. J'avais par ricochet instruit le gouvernement d'engager un dialogue social avec les différentes couches socio-professionnelles du secteur public en vue de corriger les distorsions nées de la crise économique déplorée. Nos efforts, dont je me réjouis particulièrement, ont porté des résultats palpables, traduits notamment par un accroissement substantiel de nos réserves de change, en même temps que l'augmentation de nos recettes qui ont dépassé le seuil mensuel d'il y a 2 ans. Ce qui a permis, d'une part, de procéder une fois de plus à des améliorations des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, et d'autre part, d'assurer une mise à la retraite honorable à ceux d'entre eux arrivés fin carrière, ouvrant ainsi la voie à un nouveau programme de recrutement de jeunes professionnels au sein de l'administration publique dans les 26 provinces du pays. Notre objectif étant d'atteindre une croissance plus inclusive qu'auparavant. Ces efforts se poursuivront au cours de l'année 2018, à la faveur de la réforme fiscale en cours et de nouvelles dispositions légales devant régir le secteur minier et le partenariat public-privé. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Mes chers compatriotes, j'ai la conviction qu'en mobilisant toutes nos forces et en préservant nos acquis que sont la paix, l'unité nationale,
la démocratie, la stabilité économique et les investissements consentis dans les secteurs des infrastructures de base, nous parviendrons à hisser notre beau et grand pays à la place qui lui revient dans le concert des nations. Dans cet espoir, je formule le vœu que l'année 2018 qui s'annonce apporte à chacun et à tous paix et espérance d'un avenir radieux pour nos familles respectives et notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Agissant dans la clandestinité, on a l'impression que les organisateurs et leurs affidés cherchent désespérément à entraîner l'opinion dans une querelle sur la comptabilité macabre. Cédric Kenina, que cache cette stratégie? Il s'est agi d'une stratégie constante d'un petit groupe d'agitateurs politiques au cours de l'année 2017 qui consistait à faire diversion toutes les fois que les Congolais n'obéissaient pas à leurs appels répétés à la mise à sac de nos villes. Leur incapacité à mobiliser les Congolais hostiles à toute confrontation violente a été cette fois-ci maladroitement dissimulée derrière un fantomatique comité laïque de coordination dont la plupart des prélats, à l'instar de l'archevêque de Bukavu, ont clairement déclaré ne pas reconnaître l'existence. Après leur échec de dimanche, ils se retranchent dans l'épouvantail d'une comptabilité macabre agitée cyniquement comme un trophée. Alors qu'ils rouillaient sur le brancard pour faire valoir leurs prétentions à mieux gérer l'État congolais que ses dirigeants actuels, ces extrémistes qui ont épuisé toutes les recettes pour s'épargner les preuves des élections ont développé malheureusement une sinistre soif du sang de leurs propres compatriotes, dont ils veulent à tout prix qu'il coule le plus abondamment possible pour obtenir des sanctions et des condamnations contre le pouvoir en place auxquels ils cherchent à succéder par des moyens non démocratiques. On les sent mal à l'aise devant la trop maigre moisson de la manifestation du 31 décembre qu'ils présentaient comme étant celle de l'apocalypse ou du grand soir. Il était prévisible que tous ces politiciens croque-morts qui espéraient une véritable hécatombe sortent de leur imagination morbide des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité. Cédric Kenina, au sujet justement du bilan de ces manifestations, que doit-on retenir? Guillaume Sylvestre Kukumamengi Ponji, de sources variées et diverses, ont balancé dans la précipitation un bilan de 10, voire 11 morts liés aux manifestations interdites des dimanches derniers sur l'ensemble du territoire national, avant que la MONUSCO, elle, ne dise avoir documenté 8 morts. Après analyse, il apparaît que la MONUSCO en a fait recenser pêle-mêle tous les cas de hors-la-loi qui étaient à la manœuvre ce dimanche 31 décembre 2017 en divers coins du pays contre les forces de défense et de sécurité, y compris là où il n'y avait aucune marche, à l'instar de ces miliciens Kamwena Sampo qui ont tenté d'attaquer la ville de Kananga à proximité de l'aéroport et dont un a été abattu par les forces de sécurité. Plus méticuleux, le gouvernement a lui préféré s'en tenir au strict bilan humain en marge de ces marches subversives établies par les forces de police qui fait état de 5 morts violentes sur toute l'étendue nationale, sans lien direct avec les marches du fameux comité laïque de coordination. Il s'agit d'un policier, 2 pillards abattus par des vigiles dans une entreprise commerciale à Matete et 2 terroristes Kamwena Sampo neutralisés respectivement à Kinshasa et Kananga lors d'affrontements avec les forces de défense congolaises. Ceci paraît non satisfaisant aux yeux de ceux
qui espéraient voir des manifestants chrétiens passer des vies à trépas, mais on ne va pas inventer des morts pour faire plaisir à leurs pulsions lugubres. Je pense qu'on aiderait davantage l'opinion avec les vraies raisons de l'échec de ces marches, plutôt que d'ergoter sur des chiffres que ceux qui les lancent semblent manifestement ne pas maîtriser. Qu'est-ce qui justifie, Cédric Kenina, selon vous, l'échec de ces marches du 31 décembre 2017? Tout est parti des divisions qui ont miné l'Église catholique au plus haut niveau, celui de la SENCO, quoiqu'elle s'en défende, ce qui est de bonne guerre, sur l'opportunité d'une telle démarche. On a vu des évêques forts de la doctrine de l'Église catholique romaine se désolidariser avec une pieuse élégance de ce qui était en réalité un projet d'opposants aux abois qui tenait à faire sous-traiter en désespoir de cause leur conspiration par l'Église catholique. Au sein même de l'archidiocèse de Kinshasa, où l'on a remué ciel et terre pour la réussite du fameux plan B par certains membres du clergé politicien extrémiste, plusieurs officiants de la messe de dimanche ont du reste préféré s'en tenir à la parole de Dieu et au droit canon, en renvoyant les fidèles chez eux avec la formule « Allez dans la paix du Christ ». Moins d'une dizaine de paroisses sur le 132 que compte cet archidiocèse ont cédé aux sirènes de cette politisation. Cependant, Guillaume Sylvestre Kukumamengi Ponji, les principales raisons de cet échec restent la maturité et la vigilance des Congolaises et Congolais eux-mêmes, qui ont prouvé à la face du monde que la démocratie est définitivement inscrite dans l'ADN de la République démocratique du Congo et qu'il ne sert à rien de s'entêter à rêver d'une autre voie pour accéder au pouvoir que celle prévue par la Constitution. Si on n'est pas passé par là, on n'est pas démocrate. Voilà, en rapport justement avec les bilans de ces marches du 31 décembre, la police nationale congolaise vient de donner un bilan officiel des désordres perpétrés le dimanche 31 décembre 2017. À ce jour, 5 morts ont été enregistrés et contrairement aux rumeurs, aucun cas de décès dans les lieux de culte ou paroisses impliqués dans ces tentatives de perturbation de l'ordre public n'a été enregistré. Je propose de suivre le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Monamputu. Sur les quelques 49 diocèses que compte l'Église catholique dans le pays, seule une dizaine de paroisses de la diocèse de Kinshasa ainsi que la paroisse Sainte-Thérèse du diocèse de Kamina, dans la province du Polomami, ont enregistré des tentatives de manifestations non coordonnées avec les autorités locales. Du bilan humain, de pertes en vies humaines. La police nationale n'a enregistré aucun cas de décès dans les lieux de culte ou paroisses impliquées dans ces tentatives de perturbation de l'ordre public. À ce jour, 5 morts ont été enregistrés. Il s'agit de 2 Koulouna, l'un motard de son état, répondant au nom de Joseph Ataki, domicilié au quartier Kouenge numéro 2 dans la commune de Matete, et le deuxième qui reste à identifier, tous 2 abattus par des vigiles d'une chambre froide du quartier Mototo dans la commune de Matete, qu'ils étaient en train de piller et dont les corps ont été acheminés par leurs compères vers la paroisse Saint-Alphonse, à proximité de cet établissement commercial, selon les déclarations certifiées de M. l'abbé Hugues Ndongisila, curé de cette paroisse, auprès du commandant commissariat urbain du Moamba. B. Un membre de la cellule
du groupe terroriste Kamel Nsapou, prénommé Arnold, du reste recherché par la justice congolaise, pour d'autres faits criminels, qui a été mortellement blessé lors de l'attaque avec armes de guerre de 2 postes de police au marché des Libertés dans la commune de Massina vers 14 h, longtemps après le rétablissement de l'ordre public. C'est un agent de police du nom de Mafoufou Mbala Atanas, matricule 25 488-A de l'escadron mobile d'intervention du commissariat urbain de l'Ancélé, tué par les terroristes de la cellule susnommée lors de l'attaque de la maison communale de Massina. 2. Un terroriste non autrement identifié d'une cellule Kamel Nsapou, auteur d'une attaque contre un poste de police de Kananga au Kasaï central au cours des affrontements avec les forces de sécurité. Soit un total de 5 personnes décédées de morts violentes sans aucun lien de causalité avec la manifestation projetée par le comité laïque de coordination de l'Église catholique le dimanche 31 décembre 2017 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous emmène tout de suite au Parlement. Une session extraordinaire s'est ouverte ce mardi 2 janvier à l'Assemblée nationale. Selon l'honorable président Aubin Minakou Djalanjoku, l'objectif consiste à adopter certains textes de loi jugés urgents et d'intérêt vital dont le processus législatif n'a pu être parachevé à l'issue de la session ordinaire de septembre. Bernard Bodo, conseiller Chisongman Bakabal. Jusqu'au 31 janvier 2018 au plus tard, les députés nationaux qui démarrent ainsi cette session extraordinaire traiteront des textes législatifs essentiellement destinés à la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la RDC en matière non seulement de promotion des droits de l'homme, mais aussi à la mise en œuvre des mesures économiques adoptées par les gouvernements en vue de l'amélioration du cadre macroéconomique, des finances publiques et du climat des affaires. Il concerne entre autres les codes miniers, le partenariat public-privé, l'organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo, la protection et le régime de l'activité des défenseurs des droits humains, les principes fondamentaux relatifs au tourisme. Selon le président de l'Assemblée nationale, toutes ces matières législatives inscrites à la présente session extraordinaire ont déjà été adoptées et sont actuellement soit en seconde lecture au Sénat, soit en commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, dont les rapports sont attendus pour leur adoption définitive après harmonisation des divergences entre les deux chambres. L'occasion était propice pour l'honorable Beminakou d'exhorter la classe politique à œuvrer véritablement en faveur de la préservation de l'unité et de la paix. Le speaker de la Chambre du Parlement a invité en outre les acteurs politiques à un devoir, celui de permettre au peuple congolais d'aspirer aux élections. Le souhait ardent est d'agir pour que cette attente populaire puisse être satisfaite au plus vite dans les conditions adéquates et acceptables, a conclu le président de l'Assemblée nationale dans son mot d'ouverture solennelle de cette session extraordinaire convoquée à la demande du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La Chambre sœur, le Sénat, elle aussi, est en session extraordinaire. Déjà, la plénière de ce mardi était consacrée à l'économie du projet de loi portant modification du code minier par Martin Kaboloulou, le ministre des Mines. Bertin Kofo, reportage. Le code minier doit être réformé. C'est l'une des raisons de la convocation de la présente session extraordinaire. Ainsi donc, après le discours d'ouverture de Léon Kengo-Dondo, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi de modification de l'actuel code minier avec un débat après l'économie du texte de loi par le ministre des Mines, Martin Kaboloulou. Il est question de rendre ce code plus équilibré selon la volonté exprimée par le chef de l'État en 2011, s'est expliqué le ministre Kaboloulou. Depuis l'entrée en vigueur du code minier de 2002, dit-il, le pays a enregistré des avancées en termes de la reprise de la production minière. Mais cette reprise n'a pas atteint les résultats escomptés. La révision s'imposait donc pour rendre ce code gagnant-gagnant avec l'objectif de faire du secteur un véritable moteur de développement du pays et que tous les partenaires puissent tirer profit de manière équitable. Les modifications et innovations reposent sur la gestion des titres et domaines miniers, la responsabilité sociétale et environnementale, la transparence et la bonne gouvernance,
le régime fiscal, douanier et d'échange et le rôle de l'État et des intervenants dans l'administration ou l'application du code minier. Lors du débat, les sénateurs ont fait des observations se rapportant entre autres sur la nécessité de cette modification, le contenu financier de la réforme et la responsabilité sociétale. Pour d'autres, le problème ne se pose pas au niveau de la législation, mais de la gestion. On va revenir sur la marche du 31 décembre. Les journaux parus ce matin dans la capitale en ont fait mention dans leur ligne. On en parle dans cette revue de presse, une sélection de Robert Ndaye. Échec de la marche sur fond de division au sein de la CENCO. Au regard du bilan de 3 morts, dont un policier et 2